Skodra, capitale du nord de l'Albanie, capitale aussi du Kanun, une loi moyenâgeuse venue des montagnes. C'est ici qu'a choisi de s'installer sœur Christina. Cette religieuse originaire d'Allemagne se bat depuis des années contre le Kanun. Depuis 3 mois, elle s'occupe d'Alfred. Il a 13 ans, Alfred ne va pas à l'école. Depuis 8 ans, il vit cloîtré. Alfred est menacé de mort. Alfred est le seul garçon de la famille. En tuant Alfred, on efface la lignée. Ça fait de lui la victime idéale. Car il n'y a plus d'autres descendants mâles. Le père d'Alfred, convoyeur de fonds, est mort assassiné dans une embuscade. Pour le venger, un membre de sa famille a tué 3 personnes. Condamné à 15 ans de prison ferme, le maximum prévu par la loi, il purge sa peine. Mais pour les familles des 3 victimes, seul compte la vengeance. Ils veulent tuer Alfred. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, ça va. Tu vis ici maintenant? Vous êtes un peu serré, non? Tu vas rester longtemps? On est là pour très peu de temps. On va devoir à nouveau partir. Viens, Alfred. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que ça te ferait plaisir de venir avec nous? Tu es à l'étroit ici, non? Il n'y a pas de jardin pour toi. Chez nous, tu vas jouer. Oui. Bon, moi je pars devant pour prévenir. Sa mère part la première. Elle veut s'assurer que la voie est libre. Alfred ne sort qu'en compagnie de sœur Christina. Dehors, elle est sa seule protection. Mais Alfred a toujours peur. Dans la voiture, il refuse de s'asseoir près de la fenêtre. Je prends à gauche, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, tu tournes à droite. Personne ne doit connaître la nouvelle adresse d'Alfred. Très bien, c'est par là. Sœur Christina n'est pas rassurée. Elle fait très attention à ne pas être suivie. Cette sortie est si importante pour le jeune garçon qu'il veut aller se changer. Mais comme il déménage très souvent, ses vêtements sont chez sa grand-mère. Dès son arrivée, il court à l'arrière de la maison cachée par les vignes. De l'autre côté, vivent 2 des 3 familles qui cherchent à se venger. Sa grand-mère, comme toutes les femmes du clan, n'est pas menacée. Dans le Kanun, seuls les hommes sont en péril. Bonjour, je ne te dérange pas, j'espère. Non, rentrez. Alfred commence à se détendre. Une fois enfilé son t-shirt préféré, T'es prêt? Très bien. T'as fait vite, t'es tout beau. il affiche son premier sourire de la journée. Le Kanun prévoit une possibilité de pardon dans les vendettas. Sœur Christina veut savoir où en sont les négociations avec les familles qui veulent tuer Alfred. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, vous en êtes où? J'ai parlé avec eux, mais ça ne sert à rien. Ils sont fous, ces gens-là. Ils disent qu'on ne peut rien faire. Il y a 3 personnes de tuées. Alfred doit trop de sang. Ils ne veulent rien savoir. C'est très important de continuer de demander le pardon pour Alfred. Il ne faut pas être fier. Je le ferai. Tu vois, j'ai demandé à ta grand-mère qu'elle continue dans la voie de la réconciliation. Qu'elle aille demander pardon. T'es d'accord? Oui. Le couvent est un refuge pour toutes les victimes de la vendetta, surtout pour les enfants. Sœur Christina a réalisé le vœu le plus cher d'Alfred, lui trouver un ami. Et c'est Clévis, un petit garçon de 11 ans, venu spécialement le voir, son seul copain. Avec lui, il va le temps d'une après-midi redevenir un enfant presque comme les autres.
Faut pas faire de bruit. Le petit dort. Victor, également victime de la vendetta, est là aussi avec eux. C'est l'aîné de la bande, une sorte de grand frère. Ici, avec les sœurs, je me sens plus en sécurité. Avec la menace d'être tué à tout moment, on ne peut pas vivre une vie normale. Les sœurs ne s'occupent pas seulement des enfants. Elles donnent du travail à ces femmes. Mari, père, frère ou fils se cachent dans les montagnes. Ils ne peuvent subvenir aux besoins de la famille. La pauvreté va de pair avec la violence. C'est le terreau du Kanun. Je pense même que la vengeance est alimentée par la pauvreté. Ça commence par le fait que les gens s'endettent pour construire leur maison ou simplement parce qu'ils tombent malades. Puis arrive le moment où ils sont dans l'impossibilité de rembourser. Le créancier réclame son argent. Il menace 2 fois et après c'est le meurtre. Nous avons ici déjà les premiers cas de dette de sang à cause de l'argent. Alfred le foot, il ne le voit qu'à la télé. Ici, courte récréation avec ces quelques balles échangées. Mais pas pour longtemps. Les sœurs ont peur de le laisser jouer dans la cour. C'est l'heure de rentrer. Le sourire d'Alfred s'éclipse. Arrivé chez lui, pas le temps d'échanger un au revoir, il se remet à l'abri des murs. Au fil de notre voyage dans le pays de ces traditions meurtrières, nous mesurons l'ampleur de la vendetta. 1/3 de la population du pays serait touchée par la loi du sang. Un pays où presque chaque famille possède une arme et où une dette de sang concerne tous les mâles d'un même clan sur 7 générations. Mais que se passe-t-il quand il n'y a plus d'hommes pour accomplir une vengeance? Le Kanun a tout prévu. C'est ce que l'on appelle ici le serment des vierges. Des femmes qui prennent la place des hommes pour laver le sang du clan, des femmes qui renoncent aussi à se marier pour exercer leur vengeance, ou bien encore des veuves. C'est le cas de Bukuria. Il y a 8 ans, son mari a été assassiné devant elle. Elle ignore les raisons de ce crime. Je suis l'homme. Depuis qu'il est mort, je porte le pantalon. Je suis l'homme, la mère et le chef du clan. Bukuria nous montre la photo de son mari. Pour elle, le sang se lave par le sang. Je le tuerai. C'est la loi du doigt sur la gâchette. Je veux tuer celui qui a tiré. Les autres hommes de sa famille ne m'intéressent pas. Où est l'État? Où est la loi? Meurtre pour meurtre, si l'État avait fait quelque chose, s'il était condamné à vie, je n'aurais pas à me venger. Mon mari ne devait rien à personne. Son meurtrier a fui et il se promène libre en Europe. Et moi, je suis là, seule avec mes filles. L'État n'a pas fait son travail. Moi, je le ferai. Pour échapper à la vendetta, beaucoup d'Albanais du nord du pays fuient vers la capitale. Nous partons vers Tirana, à 1h30 de route de Shkodra. Dans cette ville d'1 million d'habitants, des centaines de familles trouvent refuge dans l'anonymat. Là, leur seul espoir, ce sont les réconciliateurs. Ils tentent d'obtenir le pardon de ceux qui les menacent. Gianmarco est un ancien agent des services de renseignement. Il travaille depuis des années avec ces familles emmurées. On se rend chez une famille qui vit cloîtrée. On va essayer de les aider dans leur démarche de réconciliation. C'est un endroit caché où leur sécurité est a priori assurée. Mais cela n'empêche, même ici la famille est en danger, on doit prendre des précautions. Soyez discrets. C'est moi, Jim.
Je ne suis pas seul, mais t'inquiète pas. À notre arrivée, la famille s'inquiète. Nos images ne doivent pas révéler l'endroit où vit Pietri, menacé de mort. Comment va Pietri? T'inquiète pas, c'est la télévision française. C'est pour un documentaire. C'est diffusé en France, t'inquiète pas. C'est pas la télévision albanaise. Pietri, c'est lui. Il a 24 ans et cette maison est devenue sa prison. La terrasse est devenue une cour intérieure murée de toutes parts pour mieux le protéger. Il vit ici entouré des femmes endeuillées et des enfants de sa famille sous le regard des hommes du clan, tous assassinés il y a 11 ans dans un bureau de vote. La famille a tout fait. Elle a même envoyé des hommes pour demander le pardon à la famille des victimes. Et nous, au comité, après, on a envoyé une délégation de 50 hommes pour appuyer cette demande de pardon. Mais beaucoup de sang a été versé, 4 personnes ont été tuées. Et les familles, pour l'instant, refusent tout dialogue. Quand est-ce qu'ils y sont allés, en 2003? Non, non, en 2004. Et en 1998, on y est allé aussi. Ah oui, en 1998 aussi. En 98, c'était la première fois. Mais en 2004, c'était mieux organisé. Sans réconciliation, la vie de Pietri est toujours menacée. Il est le dernier homme de la famille. Il passe ses journées depuis des années dans les 2 pièces de cette maison prêtée par des amis. Je dors là et ma mère dort du côté de la fenêtre. Jusqu'à 11 h, parfois même jusqu'à midi. Je ne sors pas de la chambre. Après, je vais dans l'autre pièce, c'est ça mes journées. Je me sens inutile, bon à rien. Je ne peux pas aider ma famille, je souffre. Mais c'est pas important, ce qui fait mal, c'est que je vois les miens souffrir aussi. Et que je ne peux rien faire. Je me lève le matin et je pense chaque jour à sortir et advienne que pourra, c'est normal. J'espère toujours que ce sera une journée de liberté. Quand tu restes enfermé, c'est comme si t'es mort. Oui. J'ai peur, très peur qu'un jour je ne pourrai pas le retenir, car il est désespéré ici, enfermé. Je le supplie tous les jours de ne pas sortir. Je lui dis que je vais m'occuper de lui et que je vais tout faire pour qu'il quitte le pays. Je vais frapper à toutes les portes pour qu'il puisse partir, mais je n'ai pas les moyens. Depuis son adolescence, Pietri vit en huis clos avec sa mère. Pas de copains, pas de petite amie, seules évasions, les visites des voisins et la télévision. Quand la réconciliation est impossible, Gianmarco tente d'envoyer les familles menacées à l'étranger. C'est du bureau du comité de réconciliation qu'il dirige les opérations. C'est l'ambassade. Ils veulent un rapport sur cette famille. Ils veulent des renseignements. Alors tu vas prendre tout ça avec ton collègue, tu vas là-bas et tu vas nous aider à éclaircir ce cas. C'est l'ambassade allemande. Et ils veulent vérifier si la réconciliation a eu lieu ou si la vengeance continue. Ces 5 dernières années, selon Gianmarco, 500 familles ont été évacuées vers l'étranger. L'exil, une solution de plus en plus fréquente avec l'augmentation des vendettas. Actuellement, le Kanoun est très fort. Il est au-dessus des lois pour les Albanais du monde entier. Je dirais même que le Kanoun est bien au-dessus de l'État, de la Bible et du Coran. C'est le seul moyen de trouver justice car l'État est faible, bien trop faible. Mais tout le monde n'a pas les moyens de fuir. Alors,
Ceux qui restent là où le Kanoun les frappe se barricadent. Ces murs, parfois construits en une nuit, hérissés de tessons de bouteilles, rehaussés de barbelés, sont censés les protéger. Ce quartier, appelé le quartier des Emmurés, est né il y a 15 ans, après l'effondrement du régime communiste. Le Kanoun, interdit jusque-là, a pris le relais. Une solidarité invisible lie toutes ces familles. Tout visage inconnu est immédiatement repéré. Dans le nord du pays, plus de 5000 personnes et au moins 1500 enfants seraient touchés par la vendetta. Comment vivre derrière ces murs? Comment supporter l'enfermement des années durant? Sœur Christina tente de briser l'isolement. Elle est à la fois postière, assistante sociale, infirmière. Mais parfois cela ne suffit pas. Après 7 ans d'enfermement, un adolescent dont elle s'occupait est sorti de chez lui. 10 minutes plus tard, il était abattu de 2 balles. Une dette de sang pesait sur la famille à cause d'un oncle à la gâchette facile. Il avait 17 ans et s'appelait Zef. Avec les enfants du couvent, sœur Christina a érigé cette stèle. Oh là là, je ne peux pas la voir comme ça, c'est vraiment trop sale. Mais sœur Christina ne veut pas seulement honorer la mémoire de Zef. Elle tente de faire passer un message auprès des enfants du quartier. Venez ici, viens 5 minutes. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé là? Quoi? Est-ce que tu sais ce qui est arrivé ici? Il est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Ils l'ont tué. Qui? C'est la dette de sang. Oui, la dette de sang. Est-ce que c'est bien la vendetta? Non. Non, bien sûr. Viens, on va faire une prière pour lui. La dette de sang, c'est une très mauvaise chose. On va prier maintenant. T'es prêt? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand vous passerez par ici, chaque fois faites une prière pour que Dieu fasse qu'il n'y ait plus de vengeance. Se venger, ce n'est bon pour personne. Il ne faut pas prendre le sang. D'accord? Super. Et après, quand tu passeras par ici, même vite, demande à Dieu qu'il accueille Zef. Tu le feras. Aujourd'hui, sœur Christina a rendez-vous chez Loulé, la mère de Zef. Le jour même de la mort de son fils, elle a refusé la vengeance et a pardonné. Oh, t'as de beaux raisins. C'est beau, elle a bien poussé ta vigne. On aura de beaux raisins cette année. Tiens, ça c'est pour toi. L'atmosphère est tendue. La famille vient d'apprendre qu'elle a sans doute basculé dans un nouveau cycle de vengeance. L'oncle à la gâchette facile aurait à nouveau frappé. De la prison où il purge sa peine, il a prévenu. Loula doit cacher ses fils. Maintenant, ils l'ont transféré dans un quartier de haute sécurité. Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi ils l'ont mis en haute sécurité? Il faut qu'on sache. Je n'ai pas bien compris au téléphone. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je ne peux pas te raconter. Ah bon? C'est sûr, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il s'est passé quelque chose avec lui. Il faut que j'aille le voir en prison. Loulé appelle son deuxième fils, Marash. Il ne doit plus rester dehors. Elle sent qu'il est menacé. L'oncle n'a pas donné de détails de sa prison, mais ici tout le monde pense à un crime qui appelle une nouvelle vengeance. Sœur Christina prend l'affaire en main. Je connais quelqu'un, un policier en qui j'ai confiance, qui peut laisser traîner ses oreilles afin de savoir ce qui s'est passé au juste en prison. Sans donner votre nom ni rien. Ne vous inquiétez pas. C'est très important. Moi aussi, je suis folle d'inquiétude pour Marash.
Lule va nous chercher les photos de l'enterrement de son premier fils, Zef. Elle a peur maintenant pour Marash. On le voit ici embrasser son frère dans son cercueil. Mais ce qui la mine, c'est le petit dernier. Il refuse de pardonner. Il veut toujours venger son grand frère. Oh maman, m'a-t-il dit quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Quand je vais grandir, je vais prendre le couteau et je vais planter ce fils de chien comme ça. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Mais qu'est-ce que tu dis là, mon fils? Lui ai-je demandé. L'assassin de Zef est venu, les mains levées, avec du monde à notre porte, comme le veut la tradition, et a demandé notre pardon. Et nous lui avons donné. Dieu nous a donné la force de pardonner. Il me demande toujours, pourquoi? Pourquoi on a tué Zef? Qui a tué Zef? J'ai fait une erreur en lui disant la vérité. Ne parle plus jamais comme ça, mon fils, je lui ai dit. C'est le Christ qui a pardonné la mort de Zef. Il me l'a promis. Il m'a promis de ne plus jamais dire ça. Mais je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne sais pas quoi faire. Tu as bien fait. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. J'appelle toutes les mères à arrêter la dette de sang. Il faut éloigner la haine. Il faut dire non à la dette de sang. Ça ne nous apporte rien. Ça nous enlève quelque chose, car avec la vengeance, on n'a rien à gagner, seulement de la douleur. Et j'appelle tous les pères à éduquer leurs enfants loin de la vengeance et des assassinats. Sœur Christina poursuit sa mission. Si elle ne fait pas de miracle, elle essaye d'en provoquer. Aujourd'hui, elle cherche à obtenir le pardon des tueurs qui veulent se venger. Deta? Ah, salut. Comment tu vas? On ne te dérange pas? Ça va. Merci de nous recevoir. Le petit garçon de Deta a été tué il y a 6 ans au cours d'un différend au bord d'un canal. Une sombre dispute de poissons entre adolescents. Un accident qui réclame vengeance. Son père doit le venger. Mais la sœur a senti ses doutes. Ton fils te manque beaucoup? Il est au ciel, et c'est là que tu vas le rejoindre. Et pour cela, il faut que tu te réconcilies, j'en suis convaincue. Donne-lui la liberté. Il se sentira libre enfin au ciel, si tu accordes le pardon. Tu penses à cela? J'y songe. Toute personne sensée doit y songer. Je sais que beaucoup exercent de la pression sur toi, te disent « Pourquoi te venges-tu pas? As-tu peur? Es-tu à lâche ?» Moi, je sais que tu n'as pas peur. Si tu accordes le pardon, tu auras réellement acquis l'honneur. Laisse parler les gens, laisse courir les opinions des autres. Suis ce que ton propre cœur et Jésus te disent. C'est très important, même si tous ces gens disent « Quel lâche, il n'a pas vengé son fils ». Ils le disent, n'est-ce pas? C'est vrai, il y en a beaucoup qui le disent, oui. Essaie, Deta. Tu es un homme saint. Tu as ça en toi. Tu n'es pas seulement un homme d'honneur. Je parle toujours pour mon bien, mais je ne peux pas prendre une décision sans consulter les autres hommes de la famille. Vous savez, la réconciliation, c'est une décision collective. Les cimetières du pays sont remplis de victimes de la vendetta. En Albanie, selon les croyances, l'âme d'un homme assassiné ne trouve pas de repos tant qu'on ne tue pas son meurtrier. Les Albanais estiment devoir agir selon les valeurs du Kanun. L'honneur avant tout, l'honneur avant la vie.